Bonjour, nous allons étudier les muscles de la hanche. Ces muscles, en fonction de leur situation par rapport à l'articulation coxo-fémorale, on distingue les muscles antérieurs, constitués essentiellement par le muscle iliopsoas, indiqué sur ce modèle anatomique par des flèches rouges, et le muscle pectiné, indiqué par la flèche verte, et des muscles postérieurs composés essentiellement des muscles de la région glutéale, disposés en un plan superficiel constitué des muscles grand fessiers et muscles tenseurs du fascia lata. Ici, sur ce modèle anatomique, on voit le muscle grand fessier indiqué par la flèche verte et un plan moyen constitué des muscles moyens et petits fessiers et un plan profond constitué des muscles pelvitrocontériens qu'on voit ici indiqués par des flèches bleues. On va commencer par la description du muscle iliopsoas. Et sur ce dessin anatomique à la craie, on voit que le muscle psoas présente un chef vertébral s'insérant sur les corps de la 12e vertèbre thoracique, TH12, et des 4 premières vertèbres lombaires, L1, L2, L3 et L4. Il présente aussi un chef transversaire postérieur sur les processus transverses des vertèbres lombaires L1 à L4, marqué ici par une couleur jaune. Le muscle iliaque s'insère dans la fosse iliaque au niveau de la face endopelvienne de l'os coxal. Le corps charnu du muscle psoas forme un fuseau oblique en bas et en dehors. Le psoas iliaque se rejoint et se termine par un tendon sur le petit trochanter au niveau du fémur. Le muscle iliopsoas est innervé par des rameaux du nerf fémoral et des branches collatérales du plexus lombaire. Son action, c'est la flexion et la rotation latérale de la hanche et permet aussi la flexion de la colonne lombaire. Le deuxième muscle de ce plan antérieur, c'est le muscle pectiné. Ce muscle s'insère ou prend son origine au niveau du pecten du pubis, indiqué ici par l'épingle rouge. Son corps charnu est quadrilatère, oblique en bas et en dehors, et se termine sur la ligne âpre du fémur, la partie haute de cette ligne, indiquée ici par l'épingle bleu. Le muscle pectiné est innervé par le nerf obturateur et le nerf fémoral. Il permet l'adduction de la hanche et aussi la flexion de la hanche. Maintenant, on va étudier les muscles de la région glutéale ou région fessière, disposés en 3 plans, un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Le plan superficiel est constitué du muscle grand fessier et le muscle
tenseur du fascia lata. Le muscle grand fessier ou muscle gluteus maximus naît sur la face glutéale de l'aile iliaque, en arrière de la ligne glutéale postérieure et plus précisément sur le versant postérieur de la crête iliaque et sur aussi la crête sacrée latérale et sur le ligament sacro-tubéral coloré ici en bleu. Le corps charnu de ce muscle est aplati et représente un plan superficiel marqué ici en jaune et un plan profond représenté ici en rouge. Pour la terminaison, le faisceau superficiel, il va se terminer au niveau de la partie supérieure du tractus iliotibial, indiqué ici par une couleur verte, tandis que le faisceau profond va se terminer au niveau de la tubérosité glutéale du fémur, une branche de la truffication supérolatérale de la ligne âpre, indiquée ici par une couleur bleue. Le muscle grand fessier est énervé par le nerf glutéal inférieur. Il permet comme action la rotation latérale de la hanche et l'extension de la hanche. Le muscle tenseur de fascia lata naît au niveau de l'épine iliaque antéro-supérieure, indiqué ici par une flèche bleue. Il a un corps charnu composé d'un chef en éventail à sommet inférieur constitué des fibres verticales en bas et en arrière. Il se termine au niveau de ce qu'on appelle tractus iliotibial. Le tractus iliotibial ou la bandelette de Messier est un épaississement latéral de fascia lata qui longe la face latérale de la cuisse, de la région latérale de la fesse jusqu'à la région du genou. Il se termine sur le tubercule infracondylien du tibia ou le tubercule du Gerdi. Le muscle tenseur de fascia lata est énervé par le nerf glutéal supérieur. Ce muscle permet l'abduction de la hanche. Le muscle moyen fessier ou gluteus medius naît sur les 3/4 antérieurs de la lèvre latérale de la crête iliaque et sur la face glutéale de l'os coxal
entre les lignes glutéales antérieures et postérieures. Il a un corps charnu en éventail avec des fibres musculaires qui se dirigent en bas. Il se termine par un tendon au sommet de la face latérale de grand trochanter, indiqué ici à une couleur bleue. Le muscle moyen fessier au gluteus medius est innervé par le nerf glutéal supérieur. C'est un muscle stabilisateur du bassin. Il est rotateur médial par ses fibres antérieures et rotateur latéral par ses fibres postérieures. Sa paralysie ou lésion provoque une démarche nommée démarche en Trendelenburg, qui est caractérisée par un abaissement de la hanche contralatérale au muscle atteint lors de la phase unipodale de la marche. De plus, sa paralysie entraîne une bascule de bassin de côté atteint. Le deuxième muscle du plan moyen de la face postérieure de la hanche, c'est le muscle petit fessier au gluteus minimus. Il naît de la face glutéale de l'os coxal sous la ligne glutéale antérieure et il a un corps charnu en éventail à sommet inférieur dont les fibres se portent en bas et se terminent au niveau de bord antérieur de grand trochanter. Le muscle petit fessier est innervé par le nerf glutéal supérieur. Il a comme action la rotation médiale et l'abduction de la hanche. Maintenant, on va étudier les muscles de plan profond de la face postérieure de la hanche, c'est les muscles pelviques-trochantériens. En nombre de 6, les muscles pelviques-trochantériens sont situés en profondeur sur le versant dorsal de l'articulation coxofémorale, ce qui leur confère leur principale fonction, c'est la rotation latérale. Ces muscles s'insèrent à différents endroits du bassin osseux, mais se terminent tous sur le grand trochanter du fémur, d'où leur nom. Leurs insertions, quelque peu différentes, permettent de séparer ces muscles en deux muscles d'origine endopelvien, le muscle piriforme ou pyramidal et le muscle obturateur interne, et 4 muscles d'origine exopelvien, c'est le muscle jumeau supérieur, le muscle jumeau inférieur, le muscle carré fémoral et le muscle obturateur externe. Donc on va commencer par la description du premier muscle pelvique-trochantérien, c'est le muscle piriforme. Donc il naît au niveau de la face pelvienne du sacrum, autour des deuxième et troisième foramen sacrés. Donc ici en bleu, c'est les foramen sacrés. Il a un corps charnu avec des fibres qui se portent en dehors, en bas et en avant.
Donc, des fibres qui se dirigent en bas, en dehors et en avant. Donc, il sort de pelvis par la grande échancrure sciatique, marquée ici en vert, la grande échancrure sciatique. Donc, il va délimiter un canal qui s'appelle le canal suprapériforme, indiqué ici par une couleur jaune. Et en dessous de lui, le canal infrapériforme. Ce muscle se termine au sommet de grands trochantères, indiqué ici par une couleur bleue. Le muscle périforme est innervé par le nerf du périforme collatéral du plexus sacré. Le muscle périforme est un muscle rotateur latéral de la hanche. Le deuxième muscle qu'on va étudier, c'est le muscle obturateur interne. Ce muscle naît au niveau du pourtour de la face endopelvien du foramen obturé, à ce niveau, indiqué par une couleur verte. Donc autour du foramen obturé et de la membrane obturatrice, il a un corps charnu en éventail qui contourne la petite échancrure sciatique, donc ici, la petite échancrure sciatique. Donc les fibres charnues, ils se portent d'abord en arrière et en dehors, puis se réfléchissent contre la petite échancrure sciatique et se portent en avant et en dehors et se terminent au niveau de la face médiale de grand trochanter, au niveau de la fossette digitale. Le muscle obturateur interne est innervé par le nerf de l'obturateur interne qui est un collatéral du plexus sacré. Il a comme action la rotation latérale de la hanche. Le muscle jumeau supérieur naît de l'épine sciatique de l'os coxal, marqué ici par une couleur verte. Il a un corps musculaire qui est grêle et satellite du muscle obturateur interne sur son bord supérieur et se termine au niveau de la face interne de grand trochanter. C'est un muscle qui est innervé par le nerf de l'obturateur interne et permet la rotation latérale de la hanche. Le muscle jumeau inférieur naît de la tubérosité sciatique au niveau de sa partie supérieure, marqué ici par une couleur verte. Le corps charnu est composé de quelques bandelettes musculaires, satellites de tendons du muscle
obturateur interne et se termine au niveau de la fosse ou la fossette digitale avec l'obturateur interne au niveau du grand trochanter. Il est innervé par le nerf de carré fémoral qui est un collatéral du plexus sacré. Il a comme action rotation latérale de la hanche. Le muscle obturateur externe est né sur le pourtour de la face exopelvienne du foramen obturé et de la membrane obturatrice, donc indiqué ici par une couleur verte. Il a un corps charnu qui est fusiforme, dont les fibres sont obliques en dehors, en haut et en arrière, passant sous puis en arrière de col fémoral pour se terminer par un tendon au niveau de la fossette ou de la fosse trochantérique à la face médiale de grand trochanter, indiqué ici par une couleur bleue. Ce muscle est innervé par le nerf obturateur terminal du plexus lombaire. Il permet la rotation latérale de la hanche. Le dernier muscle pelvitrochantérien est le muscle carré fémoral. Ce muscle naît au niveau de la tubérosité sciatique, indiquée ici par une couleur verte. Il a des fibres musculaires qui sont parallèles et transversales et qui se dirigent vers l'odeur pour se terminer au niveau de la crête intertrochantérique du fémur. Ce muscle est innervé par le nerf du carré fémoral qui est un collatéral du plexus sacré et il a comme action la rotation latérale de la hanche.